Bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être si nombreux pour venir écouter l'intervention de Marc Lazare et de vous intéresser à l'Italie, qui est un pays extrêmement méditerranéen, bien sûr, mais qui n'est pas vraiment dans le focus principal de l'IREMO, normalement, mais qui est apparemment un laboratoire de quelque chose qui va nous concerner un peu tous, de part et d'autre de la Méditerranée, peut-être même au niveau mondial. Donc je suis particulièrement heureuse d'accueillir Marc Lazare ici à l'IREMO pour cette première, parce que je pense qu'on n'a jamais fait de rencontres sur l'Italie jusque-là, il me semble. Alors, Marc Lazare, je le présente parce que c'est comment il y a le film et que tout sera vu par des milliers de gens de part et d'autre de la Méditerranée. À Paris, tout le monde sait que Marc Lazare est professeur d'histoire, qu'il est à Sciences Po et qu'il dirige le centre d'histoire de Sciences Po Paris. Mais tu es aussi, tu présides aussi à la Louis. La School of Government. School of Government de la Louis à Rome. Que tu es un connaisseur de l'Italie hors pair depuis longtemps, que tu as beaucoup travaillé sur la gauche italienne et maintenant tu as toujours écrit des livres de nombreux livres sur l'histoire de l'Italie contemporaine. Et là, depuis quelque temps, tu travailles sur le phénomène du populisme en Europe et en Italie en particulier comme une sorte effectivement de laboratoire. Voilà. Ce livre-là, c'est le dernier, je crois, que tu as publié en Italie avec Ilvo Diamanti et qui sortira en France chez Gallimard au mois de mars prochain. Donc, vous pourrez le lire aussi, qui est une réflexion sur le populisme en Europe. Donc, en t'accueillant, Marc, j'avais en tête une phrase qui a été prononcé par Roberto Saviano la semaine dernière. Il était invité à Paris et il a dit regardez ce qui se passe en Italie et vous verrez votre avenir. Alors j'espère qu'on va remettre un peu en question cette phrase choc de Roberto Saviano, mais c'est vrai que là il y a quand même une interrogation forte parce que le phénomène n'est pas que italien, bien entendu. Donc moi je voudrais juste te dire les 3 questions générale qui me semble, sur lesquelles il faudra revenir sans doute, y compris dans la discussion. La première, c'est d'une certaine manière, si on doit croire ce que dit Saviano, si la France doit se préparer à un tournant populiste dans un temps proche, ça c'est très discutable évidemment parce que on n'a pas vraiment des signes dans ce sens. Cependant, la question de savoir comment on en est arrivé là en Italie me semble quand même importante. Savoir quels sont les facteurs qui ont conduit à l'ouverture de cette nouvelle page de l'histoire politique de l'Italie, assez inédite et assez en contradiction avec son histoire politique, quoique. La deuxième question, qui est la question qui devra nous donner quelques espoirs, la réponse nous donnera sans doute quelques espoirs, c'est les contradictions internes à cet attelage gouvernemental italien entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue. Elles sont tellement nombreuses, ces contradictions, qu'on peut en voir une fragilité. Mais on peut aussi en voir une force, dans la mesure où là, on se trouve devant un cas de figure, peut-être, d'une alliance entre populisme de droite et populisme de gauche. Point d'interrogation, je ne sais pas une affirmation. Et puis pour conclure cette petite présentation, il me semble qu'en étant à l'IREMO, et l'IREMO s'intéresse essentiellement aux questions des relations internationales dans la zone Méditerranée-Moyen-Orient, mais plus généralement, parce que c'est un endroit où tous les acteurs mondiaux viennent jouer leur jeu, la Méditerranée, eh bien, il me semble que parmi les contradictions qui caractérisent le gouvernement italien, figurent les orientations de politique étrangère qui sont moins connues parce que on en parle un peu moins peut-être dans les médias, mais ce serait intéressant de faire un petit détour aussi sur les questions de politique étrangère du gouvernement actuel en Italie. Je te remercie encore d'avoir accepté de venir et tu as la parole.
Merci de cette invitation. Bonjour à tous. Excusez-moi pour ma voix, mais je suis un peu enrhumé. Et évidemment, j'ai intitulé cette séance, comme vous le savez, l'Italie, laboratoire de la peuplocratie. Vous devez vous demander ce que c'est que la peuplocratie. Et comme dans tout bon roman policier, vous attendrez un peu pour que je vous donne la réponse, mais elle va arriver assez vite. Alors, Giovanna m'a rajouté à la charge de travail, au cahier des charges qu'elle m'avait donné des questions. Je vais essayer de les intégrer si ça marche, mais ce PowerPoint, Gianni, c'est là-bas. Je dois l'orienter de quel côté? Oui. La technologie, voilà. Alors, on va partir justement en introduction de deux figures emblématiques dont on parle beaucoup depuis les élections du 4 mars et depuis la constitution du gouvernement italien au mois de juin. Matteo Salvini, donc le leader de la Ligue, et donc son acolyte Luigi Di Maio, le leader du mouvement 5 étoiles. Alors effectivement, depuis la constitution de ce gouvernement, depuis le résultat de ces élections, qui marque une rupture fondamentale en Italie et en Europe, ce qui se passe en Italie suscite de l'intérêt pour des chercheurs, de l'inquiétude pour un certain nombre d'experts, de gouvernements, voire d'entreprises, de chefs d'entreprise, de la Commission européenne, etc., surtout à l'issue de ce qui s'est passé ces derniers temps, sur lequel je vais revenir, c'est-à-dire l'adoption d'une loi de finances qui marque une rupture importante avec la politique européenne. Alors, je crois que quand on essaye d'aborder un sujet aussi chaud que celui-ci, c'est-à-dire l'Italie aujourd'hui est au cœur de polémiques, de controverses, il faut voir aussi qu'il y a des gens qui sont tout à fait d'accord avec ce que fait le gouvernement, d'abord en Italie, j'y reviendrai, mais aussi hors d'Italie. Je crois qu'il faut adopter une position qui doit être aussi neutre que possible. Et la première chose à éviter, surtout quand on parle de l'Italie en France, c'est justement de ne pas croire que ce qui se passe en Italie est une anomalie. Et ça me permet de commencer à répondre à ce que proposait Giovanna. Je crois que la pire erreur serait de penser qu'en Italie, c'est une sorte d'exotisme et que ça révélerait des défaillances structurelles de ce pays. Moi, depuis que je travaille sur l'Italie, j'ai toujours pensé que l'Italie n'était pas une anomalie, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des spécificités, des singularités. En tant qu'historien, évidemment, j'en suis absolument convaincu, comme il y a des singularités de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne, de chacun des pays. Mais ce que je veux dire par le fait que ce n'est pas une anomalie, c'est que ce à quoi on assiste en Italie, effectivement, constitue une forme de laboratoire. Alors, entendons-nous là aussi sur l'expression laboratoire. On est en sciences humaines et sociales, donc on ne fait pas des expériences comme les chimistes dans un laboratoire pour les reproduire. Mais ce que j'entends par laboratoire, c'est le fait que ce pays enregistre très souvent des secousses. On peut prendre une métaphore qui est celle du tremblement de terre. Hein. Il y a des secousses sismiques comme ça qui caractérisent l'Italie parce que justement il y a des singularités historiques de ce pays et notamment certaines fragilités, mais qui se répercutent et que l'on retrouve dans d'autres pays. Donc ce n'est pas une anomalie italienne. Et en ce sens-là, ce dont on va parler, moi j'ai centré sur l'Italie, mais dans la discussion on pourra l'élargir bien sûr. Effectivement, je pense que, pour reprendre la formule de Saviano, ça peut préfigurer notre avenir en France comme ailleurs. Et puis, deuxième chose à faire, c'est effectivement d'essayer d'être très prudent dans les termes qu'on emploie. Moi, je vais vous proposer un terme qui est celui de la peuplocratie. Je vais y revenir dans un instant. Donc, de donner des définitions pour se mettre d'accord sur les termes qu'on emploie. Ensuite, ça va être ma première partie, courte. Elle est entre guillemets théorique, mais c'est pour essayer de comprendre ce dont on parle. Le grand historien français Lucien Febvre disait que toute histoire commence par l'histoire de mots, donc de bien essayer de comprendre les termes qu'on utilise, et ensuite de comprendre, d'essayer de voir ce qui se passe en Italie, notamment avec ce que fait ce gouvernement, et puis de comprendre pourquoi il y a ce soutien populaire en Italie. Les sondages donnent 62% à peu près de soutien à l'action de ce gouvernement italien et plébiscitant, pas tellement M. Di Maio, mais M. Matteo Salvini. Et j'ajoute une dernière précaution, c'est d'essayer de comprendre, évidemment, et pas de juger, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Alors si on commence justement, si le PowerPoint fonctionne, on va arriver dans ce que j'appelle ma première partie, donc qui est justement d'essayer de définir les termes qu'on emploie. Et ces termes sont nombreux, je vais les énumérer ici.
pour essayer de bien les définir. Alors, on va y arriver. Un peu lent, votre système, cher ami. Voilà. Et le troisième, bah, on a les trois grands termes. Alors, populisme et populiste au pluriel, donc populisme au singulier, populisme au pluriel, populiste au pluriel, c'est effectivement un mot qu'on emploie systématiquement maintenant, qui se diffuse à toute vitesse dans les médias par ailleurs, et plus généralement, chacun accusant les autres d'être populiste. Depuis des années, en gros depuis une vingtaine d'années, il y avait déjà eu des études antérieures, on a une explosion de la production, comme on dit, de la littérature, c'est un terme qu'on emploie, non pas de la littérature romanesque, mais c'est un terme venu de l'anglais, on emploie literature, qui veut dire la production scientifique, que ce soit en philosophie, que ce soit en histoire, que ce soit en sociologie, en sciences politiques, et sur le populisme. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est, je vais en donner une définition opératoire, et je vous prie de m'en excuser, parce qu'il y a des bibliothèques entières consacrées à cela. Dans le livre qui paraîtra donc en français, il y a tout deux chapitres même consacrés à ces questions de définition du populisme. Le populisme, c'est un phénomène qui est caractérisé par un certain nombre de traits. Le premier, c'est l'idée qu'il n'y a pas de problème compliqué et qu'il n'y a que des solutions simples, qu'il y a une opposition fondamentale et unique qui se substitue à tout autre clivage ou autre fracture entre, d'un côté, un peuple qui est supposé être un peuple trait d'union 1 avec un U majuscule, c'est-à-dire un peuple unifié, homogène, contre une classe dirigeante, une caste, un establishment. Entre parenthèses, si je fais allusion au mot caste, c'est parce qu'au départ, c'était évidemment un mot qui caractérisait l'Ancien Régime en France, mais qui était utilisé dans l'Ancien Régime en France avant la Révolution française, mais qu'ont utilisé plus exactement, il y a quelques années, deux journalistes italiens qui ont fait une remarquable enquête qu'ils avaient intitulée La Caste, qui est devenue un best-seller et qui racontait, qui dénonçait les privilèges de la classe politique en Italie. Ce mot est passé en Espagne avec un parti qui s'appelle Podemos, passé en France avec Jean-Luc Mélenchon, dont on parle beaucoup depuis hier, enfin dont on parle beaucoup depuis quelque temps, mais particulièrement hier. Et effectivement, en France, il a une résonance très forte parce que ça fait penser justement à la France d'Ancien Régime. Donc c'est cette opposition qui caractérise le populisme, peuple 1 contre une caste, un establishment qui serait tout aussi homogène que le peuple l'est, mais justement une caste qui en permanence complote contre le peuple. Ça, c'est un élément tout à fait important. La troisième caractéristique du populisme, c'est l'immédiateté, l'urgence, surtout le populisme d'aujourd'hui. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas de questions compliquées, mais que des solutions simples, mais ça doit se traiter dans l'urgence, immédiatement, et c'est renforcé par quelque chose de très important de nos jours qui singularise le populisme aujourd'hui par rapport aux expériences du populisme dans le passé, la fin du XIXe siècle, des années de l'entre-deux-guerres, même du populisme latino-américain, c'est le fait que cette disposition de l'urgence, cette affirmation que tout doit être fait dans l'urgence, a une caisse de résonance extraordinaire qui n'est plus simplement les médias classiques, mais évidemment Internet, le digital, le numérique, qui fait que ça bouleverse complètement le rapport des citoyens à la politique. L'autre aspect du populisme, c'est évidemment la nécessité, ou plus exactement l'impératif d'avoir une vision dichotomique de tout. Il y a les bons et les méchants, le oui et le non, les amis et les ennemis. Ça fonctionne, le bien et le mal, ça fonctionne de manière systématique et ça renvoie au premier point que j'ai énoncé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de question complexe, il n'y a que toujours deux attitudes, d'où le fait que tous les populismes réclament une démocratie référendaire qui reposerait sur le référendum parce que tout peut se résoudre par simplement consulter le peuple pour le oui ou le non. Le populisme, c'est aussi l'affirmation d'une souveraineté populaire sans limite. Ceux qui prétendent incarner le peuple, notamment à travers un leader, qui est aussi une des caractéristiques du populisme, c'est que ce populisme doit s'incarner à travers un chef ou une chef qui est l'incarnation de ce peuple, qui est l'expression de ce peuple. Et puis il faut des ennemis, et ces ennemis peuvent être verticaux, c'est la caste, c'est l'establishment, c'est Bruxelles aujourd'hui pour beaucoup de ces populismes, mais ça peut être aussi des ennemis, si j'ose dire, horizontaux. C'est les étrangers, c'est les immigrés, c'est les Roms, par exemple, les Roms étant une des catégories que dénonce en permanence en Italie Matteo Salvini. Alors, ce populisme est à la fois un phénomène homogène, uni, et en même temps, il a une grande variété, d'où les pluriels.
il y a des populismes de droite, c'est les plus fréquents aujourd'hui en Europe, il y a des populismes de gauche et il y a des populismes inclassables. Et je me permets de te corriger sur un point, autant la Ligue aujourd'hui en Italie, qui était au départ une formation régionaliste qui s'appelait Ligue Nord, qui voulait une forme d'autonomie, voire d'indépendance de ce qu'elle appelait la Padanie, c'est-à-dire une partie du nord de l'Italie, sans qu'on sache d'ailleurs où s'arrêtait cette Padanie, est devenue une Ligue nationale qui sur le modèle du Front National, autour de la personnalité de Matteo Salvini, et qui se place délibérément aujourd'hui à l'extrême droite, ce qui n'était pas le cas de la Ligue Nord à ses débuts. Et le mouvement 5 étoiles ne peut pas être considéré, comme on le dit souvent en France, Giovanna est devenu trop francisé, c'est son drame, de populisme, je plaisante, de populisme de gauche, comme on le dit très souvent dans des articles de journaux, parce que c'est un mouvement qui est, je ne voudrais pas faire de parallèle, ni de gauche ni de droite, et de gauche et de droite, qui a des propositions de gauche tout à fait classiques, de mesures sociales, de gauche, entre guillemets, post-moderne, sur l'écologie. C'est très important pour eux, même si ça n'apparaît pas actuellement dans les décisions gouvernementales, sur l'environnement, sur l'eau publique. D'ailleurs, c'est les 5 étoiles, c'est les 5 priorités qu'avait le mouvement 5 étoiles. Il y en a beaucoup liées à l'environnement et à l'écologie. Et en même temps, très dur, quasiment d'extrême droite, sur les questions de l'immigration. Le mouvement 5 étoiles a été un des premiers à dénoncer ce qu'ils appelaient le business des migrants. Donc ça a toujours été une position très très forte au sein du mouvement 5 étoiles. Et puis ces populistes, donc c'est des populismes et des populistes, et ils ont des différentes conceptions parfois de l'action politique, et notamment ils ont un problème, c'est qu'ils affirment tous, et c'est un élément fondamental, l'importance de la nation, mais évidemment, puisqu'ils se réclament de la défense de la nation, de l'affirmation de la nation, en particulier dans le cas italien, ils ont des divergences d'intérêts nationaux. C'est pour ça que toutes les possibilités d'alliance qu'il proclame aujourd'hui dans la perspective des élections européennes sera très compliqué à réaliser parce que, par exemple, aujourd'hui en Autriche, les populistes autrichiens veulent redonner un passeport autrichien aux populations de langue allemande qui sont dans le nord-est de l'Italie, et les mêmes populistes italiens disent c'est pas possible parce qu'ils sont italiens, pour ne prendre qu'un exemple anecdotique mais tout à fait symbolique. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu dire en forgeant la notion de peuplocratie, popolocratie en italien, et l'éditeur chez Gallimard donc l'a reprise sous l'appellation peuplocratie. Notre idée, c'est que nous affirmons une chose importante, c'est qu'il faut arrêter d'étudier les populistes par eux-mêmes, et que d'ores et déjà, qu'ils soient au pouvoir ou pas, les populistes, notamment dans le cas de la France et de l'Italie, même si on étend un peu le raisonnement dans quelques aspects du livre, ont déjà transformé une partie des fondements de nos démocraties. Parce qu'ils imposent leur thématique, l'immigration par exemple, la critique de l'Europe, leur temporalité de la politique, l'urgence, leur style de la politique, avoir un certain type de langage, le fait que justement en permanence ils insistent sur la nécessité d'avoir des ennemis, et ça pour eux c'est tout à fait important, et qu'ils affirment justement cette souveraineté du peuple sans limite, et que tout ce qui est règle de droit ne compte pas. Soyons très précis dans le cas italien, pour vous illustrer mon propos. Lorsque Matteo Salvini, donc de la Ligue, et le mouvement 5 étoiles ont finalement signé un contrat de gouvernement, ce qui était loin d'être à penser, puisqu'ils étaient en rivalité avant, je vais y revenir dans un instant. Lorsqu'ils ont signé le contrat de gouvernement, ils ont proposé des noms de ministres, dont un ministre de l'économie, M. Savona, qui a refusé au terme de la Constitution le président de la République. Et ils ont immédiatement dit « Ah ben non, ça c'est pas possible ». La Ligue a dit « On va faire une marche sur Rome », ce qui était un élément très important dans l'inconscient collectif des Italiens, faire comme Mussolini en octobre 1922. Le mouvement 5 étoiles a dit on va engager une procédure d'impeachment qui n'a aucune valeur constitutionnelle, mais surtout ils ont dit ce président n'est pas légitime. Et c'était quoi leur argumentaire? C'est qu'il a été élu, au terme de la Constitution, par les deux chambres précédentes. Et nous sommes l'incarnation du peuple. Mais ça, c'est typique de ce qu'on veut montrer dans notre conception de la peuplocratie, c'est-à-dire qu'ils disent, nous, on a la légitimité du suffrage universel, donc peu importe les règles constitutionnelles, que ça plaise ou pas,
le président de la République a été élu par le parlementaire de la Chambre des députés et du Sénat pour 7 ans. Et il est là. Bon, on peut le déplorer, on peut en être content, mais c'est les règles de l'état de droit. Donc la peuplecratie, c'est ça, c'est cette affirmation de la souveraineté du peuple sans limite. Et c'est un dernier élément, c'est l'idée de la démocratie non seulement référendaire, comme je le disais, mais immédiate. Il n'y a plus de médiation, si ce n'est par Internet et par le leader. Et par conséquent, notre idée, pourquoi peuple, kratos, le pouvoir du peuple, c'est l'idée que, du coup, ça a tellement, je vais employer un terme qu'utilisent les économistes, impacté nos démocraties, que même ceux qui veulent combattre les populistes, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le fond, sont obligés aujourd'hui de recourir plus ou moins aux mêmes moyens. Et alors, il y a un passage dans le livre qui ne plaira pas du tout, si jamais il le lit, au président de la République, c'est qu'on dit Macron s'est présenté comme l'antipopulisme, mais il a utilisé aussi cela en se présentant dans le cas français, puisque tu m'incites à parler aussi un peu de la France, comme celui qui était le candidat anti-système, ce qui était quand même assez paradoxal étant donné sa biographie, et justement comme celui qui allait rompre avec tout le reste et utilisant des formes empruntées au populisme. Comme si aujourd'hui, dans nos démocraties, on ne pouvait plus faire autrement qu'utiliser les moyens des populistes. Donc c'est pour ça qu'on propose cette notion qui pour nous est une potentialité. La peuplecratie est une potentialité. Ça ne veut pas dire qu'elle a gagné, mais, et c'est la dernière étape, si jamais elle gagne, ça peut se transformer dans ce qu'on appelle dorénavant des démocraties illibérales, comme on en a en Hongrie ou en Pologne, où M. Orbán, en Hongrie, dit « Moi, j'ai le pouvoir du peuple et donc je peux m'attaquer aux médias, je peux fermer la Central European University de Budapest parce que ça appartient à M. Soros, qui est un juif cosmopolite, qui est anti-hongrois. Je peux prendre toutes les mesures que je veux parce que, de toute façon, je suis démocrate, puisque j'ai été élu. » Donc, on n'en est pas encore là en Italie, mais voilà ces questions de définition que je voulais aborder. Alors maintenant, passons à la seconde partie, je vois que c'est un peu lent, mais on va y arriver, qui est justement d'essayer de comprendre la situation présente de l'Italie. Alors, il faut partir d'abord des élections, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé à ces élections, et ces élections sont capitales. C'est un véritable tremblement de terre politique en Italie. C'est le deuxième en 24 ans. Le premier, c'était en 1994, lorsque Silvio Berlusconi, première grande expérience de populisme, entre parenthèses, en Italie, populisme d'un chef d'entreprise, modèle Berlusconi recopié, réinventé aux États-Unis avec Donald Trump, et puis dans beaucoup d'autres pays européens, y compris en République tchèque. Les élections de 1994 avaient marqué la fin de ce qu'on appelle la Première République, avec les partis classiques, notamment la démocratie chrétienne, l'ancien Parti communiste italien, etc. Et 2018, c'est la victoire du mouvement 5 étoiles, qui est le premier parti politique, plus de à peu près un tiers des voix, de la Ligue, 17%, mais elle avait 4% aux élections précédentes, et la défaite de Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi, et du Parti démocrate, qui a aux alentours de 17%, le parti de centre-gauche. Donc ces élections sont tout à fait importantes, et en même temps, elles ne dégageaient pas une majorité. Et ça, c'est un élément très important à comprendre, car la Ligue et le mouvement 5 étoiles, à l'époque, étaient en compétition. Ils n'étaient pas du tout alliés pour former une coalition. Ils étaient en rivalité. La Ligue était alliée de différents partis de droite, le mouvement 5 étoiles se présentait tout seul. Donc ces élections ont été fondamentales. Il a fallu plusieurs semaines, 2 mois à peu près, pour former un gouvernement. Alors ce gouvernement, tu m'as cité à le présenter rapidement, c'est un gouvernement qui repose donc sur un contrat de gouvernement signé par ces 2 principaux partis, le mouvement 5 étoiles et la Ligue, et qui est un copier-coller de leurs programmes respectifs, avec beaucoup de contradictions, parce que le mouvement 5 étoiles exprime des intérêts qui ne sont pas ceux des intérêts de la Ligue. Par exemple, une de leurs grandes revendications, qui a été actée dans la loi de finances, c'est l'idée d'un revenu de citoyenneté pour les populations les plus faibles, les plus démunies, parce que la base électorale du mouvement 5 étoiles est dorénavant dans le sud de l'Italie, qui est dans une situation absolument dramatique. La Ligue, elle, est beaucoup plus sur la réduction des impôts. Et si je veux caricaturer les choses, le mouvement 5 étoiles est plus assistentialiste, plus étatiste, et la Ligue est plus libérale sur le plan économique. Le mouvement 5 étoiles
normalement est un peu plus tolérant sur les questions sociétales, et la Ligue est beaucoup plus traditionnaliste sur les questions sociétales. Donc ils ont beaucoup de points de divergence. Mais ils se sont mis d'accord, parce qu'il fallait trouver une majorité, et parlementaire, puisque c'est une démocratie parlementaire. On n'est pas dans la Ve République à la française. Donc ils se sont mis d'accord et ils ont constitué un gouvernement, et il fallait trouver un président du Conseil. Donc ils ont été choisir Giuseppe Conte, qui est un professeur, donc ce qui est très très bien en soi, bien sûr, mais qui n'a aucune expérience, qui est plutôt un homme, en tout cas qui est un homme sans expérience politique, qui n'a aucun allié au sein du Parlement, qui n'a pas de parti, et qui est un homme de ce point de vue-là faible, en dehors du fait que jusqu'ici, on ne peut pas dire qu'il ait démontré beaucoup de compétences manifestement dans les sommets européens. Mais bon, il a été nommé, et les deux hommes forts, c'est ceux que j'ai présentés au début, c'est Luigi Di Maio et Matteo Salvini. Matteo Salvini, le chef de la Ligue, et Luigi Di Maio, le chef du mouvement 5 étoiles. Et le gouvernement est composé de ministres de ces deux partis et de quelques experts. Le ministre de l'économie, en particulier, M. Tria, et le ministre des Affaires étrangères, M. Moavero Milanesi. Et c'est clair, comme tu le disais, Giovanna, que ce gouvernement est traversé par de fortes contradictions. La Ligue et le mouvement 5 étoiles n'ont pas les mêmes programmes, sur le fond, n'ont pas les mêmes objectifs, n'ont pas les mêmes intérêts, et en plus, leurs leaders sont en compétition pour la suite. Donc, c'est des tensions permanentes. Et en général, pour les régler, en tout cas pour la loi de finances, on additionne. Finalement, il y a des très fortes tensions entre eux, puis à la fin, on dit, bon, d'accord, on va mettre les choses, qui fait qu'on est en train de faire exploser les dépenses publiques en Italie. Et les experts essayent d'être dans une position d'intermédiaire par rapport au président de la République. Il ne faut jamais l'oublier, il y a un président de la République en Italie qui contresigne les lois, et s'il n'est pas d'accord avec une loi, la loi est renvoyée devant le Parlement. Si elle est votée, le président est obligé de s'incliner. Mais il y a tout un jeu, en quelque sorte, entre ces ministres politiques, qui eux-mêmes ont des divergences entre eux, entre ces ministres politiques et les ministres techniques, le président de la République et maintenant l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il a fait, ce gouvernement, depuis qu'il est là? Il a pris une série de mesures qui marquent des ruptures fondamentales dans l'histoire de la République italienne. D'abord sur les questions d'immigration, vous avez tous suivi cet été, la fermeture des ports, une attitude très ostentatoire, même si dans la réalité, il faut toujours distinguer la rhétorique, le gestuel, les proclamations et la réalité. Évidemment, dans la réalité, M. Salvini, qui était arrivé en disant « je vais renvoyer immédiatement 500 000 clandestins », n'a rien pu faire pour des raisons administratives, parce qu'il faut les arrêter, il faut les mettre dans des centres de regroupement, il faut voir exactement d'où ils viennent, il faut essayer de trouver les pays d'origine, il faut les renvoyer. Quasiment rien ne s'est fait. Bien. Mais dans les attitudes, en revanche, oui, les ports ont été fermés, l'Aquarius a dû trouver asile ailleurs, et la question de l'immigration est une constante. Et il est clair que Matteo Salvini, qui est en première ligne sur ces questions-là, a besoin d'une chose, c'est surtout qu'il n'y ait pas de résolution au niveau européen de cette question, parce que c'est sa ressource politique. Et donc plus il y a des problèmes là-dessus, et là en ce moment il y a un affrontement entre la France et l'Italie dont on ne parle pas en France, mais dont on parle beaucoup en Italie, parce qu'apparemment des gendarmes sont arrivés avec une camionnette et ont jeté quelques immigrés sur le territoire italien, donc violant la souveraineté du pays. Évidemment, ces questions-là, pour l'Italie, si j'ose dire, c'est un cadeau extraordinaire pour ce gouvernement italien. Deuxièmement, ils viennent d'adopter une loi de finances. Alors là, on est en plein dans un moment de tension très forte avec l'Union européenne. La décision de l'Union européenne qui va dire qu'elle n'accepte pas ce budget va être communiquée tout à l'heure. Je ne sais pas que j'ai des renseignements auprès de M. Juncker directement, mais c'est dans tous les médias. Et on sait que l'Union européenne va dire que ça ne va pas, ce budget. Ça ne va pas parce que non seulement il y a un déficit de 2,4 et ce n'est pas acceptable, et par ailleurs, vous augmentez les dépenses et on ne voit pas comment vous pouvez les recouvrir, vous avez une dette publique très importante, et puis vous renoncez à une réforme sur les retraites qui avait été adoptée, vous voulez permettre aux gens de partir plus tôt à la retraite. Or, le problème, c'est que vous avez une structure de la population, la structure démographique de la population qui est telle. L'Italie est un pays gérontocratique. Ça, c'est vraiment capital à avoir en tête. Les questions culturelles déterminent très souvent les perceptions politiques. C'est un pays vieux, vieillissant, gérontocratique, et justement qui réagit très mal à la présence de 5 millions d'immigrés réguliers sur son sol. Le taux de natalité de l'Italie est le plus bas de toute l'Union européenne. C'est fini pour ceux qui ont encore en tête la représentation de la mamma avec une ribambelle de bambini en train de faire la pasta. C'est fini, ça. Même dans le sud de l'Italie, le taux de natalité est inférieur au taux de natalité en France. Donc il y a plus de morts
chaque année, le solde démographique est négatif en Italie. Et ça, je crois que les Italiens en ont conscience maintenant, et en plus, ils le constatent. Donc, c'est vraiment un élément important à comprendre. Donc, renoncer à cette réforme des retraites a effectivement un coût social et un coût financier absolument considérable. Donc, c'est l'autre grande décision qu'ils ont prise. Ils ont pris aussi, ils ont fait adopter un décret-loi sur les questions de l'asile et des réfugiés extraordinairement durs, qui durcit toutes les conditions d'acceptation des gens, non pas qui arrivent comme ça pour des raisons économiques, mais pour des raisons de demande d'asile. Donc il y a une sorte de repli qui se fait en Italie. Et puis là, on passe à d'autres mesures, et dans mes notions, qui font penser à la démocratie libérale. Hein, le fait qu'ils ont nommé quelqu'un à la tête de la RAI, donc tous les gouvernements ont nommé quelqu'un évidemment proche d'eux, mais un homme qui s'appelle M. Foa, qui est extraordinairement dur sur les questions européennes et sur les questions de l'immigration, et que le gouvernement a annoncé qu'ils allaient nommer des directeurs de journaux qui correspondent à leur orientation politique. Il y a des menaces sur la magistrature, des menaces sur la liberté de la presse, et notamment des fonds qui sont donnés à la presse écrite, comme dans tout pays, pour soutenir la presse, et évidemment la presse d'opposition, à savoir la Repubblica, le journal de Rome, et de manière plus modérée, le Corriere della Sera à Milan. Donc ça, c'est les principales dispositions de ce gouvernement. Et puis surtout, l'affrontement avec l'Union européenne. Et cet affrontement est assumé. Dès hier, le Conseil des ministres a donc adopté cette loi de finances. C'est un long processus qui aboutira au mois de décembre. Et immédiatement, la réponse de M. Juncker, donc le président de la Commission européenne, à dire « ça ne va pas ce gouvernement, ça ne va pas ce projet ». Et immédiatement, Luigi Di Maio et Matteo Salvini ont dit « excusez-moi de ma vulgarité, va te faire. De toute façon, tu appartiens au vieux monde. » Et au mois de mai, le vieux monde, c'est une expression très fréquentée maintenant, très utilisée. Au mois de mai, tu ne seras plus là parce qu'on va gagner. Je vais y revenir dans un instant. Donc c'est vraiment un élément important, et c'est un gouvernement qui est véritablement en rupture avec ce qu'on a connu en Italie. Je vous ai donc dit les principales décisions. Et ce qui est très important, c'est de voir le soutien populaire. J'y faisais allusion tout à l'heure. Effectivement, il y a un très gros soutien pour ce gouvernement. Les dernières enquêtes montrent un léger fléchissement. Alors, les journaux, justement, d'opposition soulignent beaucoup ce fléchissement, mais c'est de l'ordre d'un point ou deux, et tous les sondagistes savent qu'un point ou deux, c'est la marge d'erreur des sondages. Donc, globalement, ce gouvernement est plébiscité, ce gouvernement est soutenu, et en particulier Matteo Salvini. Et évidemment, la question qui se pose, et c'est là où j'en arrive à la troisième partie, c'est pourquoi, c'est-à-dire essayer de comprendre cette situation. Qu'est-ce qui se passe exactement en Italie. Alors, on va peut-être y arriver. Voilà. Pardon. Donc, je disais tout à l'heure, comprendre et pas juger, parce que je crois que ce serait la pire erreur. Et à mon sens, mais là, je m'engage un peu, je pense qu'un certain nombre de déclarations d'autres pays européens, à commencer par certains ministres en France, voire le président, consistant à donner des leçons aux Italiens, aujourd'hui est extrêmement mal perçu et ne fait que renforcer, au contraire, la cohésion de ce gouvernement. Car s'il y a une cohésion dans ce gouvernement, et ça me permet de répondre à une de tes questions, en disant mais peut-être il y a un espoir, ils vont rompre, etc. Oui, ils rompront à un moment donné, évidemment. Cette alliance a été faite pour qu'à un moment donné, il y ait une rupture. C'est un peu comme pour les personnes qui ont connu cette époque, au moment de l'union de la gauche en France dans les années 70, lorsque le Parti communiste et le Parti socialiste ont signé le programme commun, chacun savait qu'à un moment donné, il y aurait rupture, qui ne pourrait pas. Chacun y trouvait son intérêt, et le problème, c'était de savoir quand est-ce qu'il y aurait rupture. Ben là, il y aura une rupture, incontestablement. Mais ils ont des points d'accord. Et l'un des fils rouges de leur contrat de gouvernement et de toute leur attitude, c'est l'idée de la souveraineté nationale. C'est l'idée... Italian first, Italiani prima, prima gli italiani. D'abord les Italiens, d'abord l'Italie. Et ça, c'est très très fort. Et plus il y a des critiques, non pas simplement sur le fond de ce que fait ce gouvernement, mais sur la forme, du genre vous êtes un peu bêtes, vous les Italiens, plus ça renforce la cohésion de ce gouvernement. Donc comprendre et pas juger. Et comprendre, je crois qu'on peut comprendre d'abord dans une situation conjoncturelle, d'un point de vue conjoncturel. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est d'essayer de comprendre ce qui se passe depuis quelques années en Italie. D'abord, une défiance politique considérable. Toutes les enquêtes d'opinion l'ont montré, et ça, c'est vraiment une conjoncture sur 20 ans.
c'est l'idée que les Italiens ne sont plus en confiance par rapport à leur classe politique, par rapport aux institutions, très faible confiance dans les partis politiques, 4% de confiance dans les partis politiques. Et par conséquent, il y a la recherche de la nouveauté en permanence. Et ça, c'est un élément tout à fait important chez eux. Deuxième élément, c'est la situation économique et sociale de ce pays. Et je crois qu'on a vraiment sous-estimé les effets de la crise de 2007-2008 en Italie. C'est énorme. Le taux de chômage a véritablement explosé. Il est encore plus fort dans le sud que dans le nord. Les jeunes sont particulièrement frappés, soit par une situation de précarisation, soit par l'impossibilité pour les diplômés de trouver du travail, d'où le fait qu'il y a un véritable exode des cerveaux italiens, qui sont par ailleurs d'excellents cerveaux et qui trouvent très facilement du travail chez nous, en France. On en a beaucoup dans tous les milieux, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. Et c'est un élément, évidemment, de découragement considérable, avec une immense inquiétude qu'on voit dans toutes les enquêtes d'opinion, mais il n'y a pas qu'en Italie, sur l'avenir pour les Italiens et pour l'Italie. Un creusement des inégalités considérables, territoriales, entre le Nord et le Sud, comme jamais. C'est-à-dire le fossé entre le Nord et le Sud n'a fait que se creuser. D'inégalités entre hommes et femmes, qui explique d'ailleurs le faible taux de natalité en partie, c'est-à-dire que les femmes italiennes sont les femmes qui ont le premier enfant avec l'âge le plus élevé de toute l'Union européenne, parce qu'elles ont une stratégie pour essayer d'avoir un premier enfant le plus tard possible, en espérant pouvoir revenir sur le marché du travail. Et le retour sur le marché du travail en Italie est extraordinairement difficile. Donc du coup, on a des inégalités de carrière considérables entre les hommes et les femmes. Inégalité générationnelle entre les personnes plus âgées et les jeunes. Inégalité aussi entre Italiens et étrangers. Encore une fois, 5 millions d'Italiens en situation régulière, 4 fois plus qu'en 2001. Donc c'est une situation très compliquée et une extension de la pauvreté. On a, selon l'organisme italien l'Istat, 5 millions de pauvres aujourd'hui en Italie. Donc c'est un profond malaise social qui caractérise l'Italie. Le troisième élément, selon moi, conjoncturel, c'est le fait que, justement, l'Italie, qui était un des pays les plus pro-européens, est devenue un des pays les plus critiques de l'Europe. Il y a encore un sondage Eurobaromètre qui vient de sortir ce matin qui le montre. Les Italiens sont devenus les plus critiques de l'Europe. Alors, peut-être qu'on pourra y revenir dans la discussion parce que je vois que je suis un peu long, mais c'est un élément fondamental. C'est une rupture, là, absolument historique. Les Italiens étaient pro-européens, surtout le maximum du consensus pro-européen était dans les années 70-80. Et aujourd'hui, les Italiens, par exemple, sont plus eurosceptiques que les Français. Donc, ce qui est un renversement historique total. Ils sont en revanche très attachés, beaucoup plus attachés à l'euro qu'à l'Union européenne, mais ça on voit dans tous les pays de la zone euro, pour des raisons matérielles évidentes. Et puis la dernière chose, c'est la question de l'immigration. Alors j'y ai déjà fait un peu allusion et j'y reviens juste d'un mot. La force des partis populistes, ça a été de faire un amalgame entre trois réalités. Les migrants, ceux qui arrivent dans des conditions dramatiques de l'autre côté de la Méditerranée, l'immigration clandestine, qui représente 500 000 personnes, estime-t-on, et puis les 5 millions d'immigrés qui sont maintenant en Italie, donc 4 fois plus qu'en 2001. Et l'Italie a subi véritablement un choc migratoire, parce que, à cause de ce déclin démographique dont je parlais, parce que cette immigration s'est diffusée dans toute la péninsule, y compris dans des petites villes, à cause de la structure économique de l'Italie. Elle n'est pas concentrée uniquement à Milan, Turin, Rome, dans les grandes villes, et donc ça a été un choc pour des populations dont, depuis le 19e siècle, il y a une forme d'homogénéité. Sur le long terme, dans la longue durée, l'Italie est une terre de passage, mais depuis le 19e siècle, ça a été plus une terre d'émigration qu'une terre d'immigration. Et donc, il y a un choc culturel qui n'est pas tellement lié d'ailleurs, entre autres, à la présence musulmane. La religion musulmane est la troisième en Italie. La première reste la religion catholique, la deuxième, la religion orthodoxe, parce que la plus forte communauté immigrée, c'est les Roumains, qui représentent à peu près 800 000 personnes. Mais voilà, le pays est devenu pluriculturel. Et c'est un élément tout à fait important et neuf pour l'Italie. Et donc, il y a une inquiétude italienne, et ça se voit très bien quand on interroge les Italiens sur
selon vous, qu'est-ce que représente comme proportion la part de population étrangère en Italie? On a fait la même chose en France. En France, on a 9% d'étrangers. Les Français sont persuadés qu'il y a 18% d'étrangers chez nous. Les Italiens, il y en a 8%. Ils pensent qu'il y en a 24%. Et quand vous regardez dans l'Union européenne, c'est le plus fort écart qui soit. Donc, travaillé par les partis populistes, effectivement, cette question de l'immigration renvoie à toute une interrogation qui est récurrente en Italie depuis l'unité. Qu'est-ce que c'est qu'être italien? Ce qui m'amène justement à la dernière réflexion. Où est-ce que j'ai mis le truc? Je ne sais plus. Bon, peu importe, je l'ai sur moi. La deuxième, c'est comprendre d'un point de vue plus structurel ce qui se passe en Italie, d'un point de vue plus structurel et historique. Et je crois, pour le dire en quelques mots, que ce à quoi on assiste avec ce développement du populisme montre à la fois une faiblesse de la démocratie italienne. C'est une démocratie récente, il ne faut jamais oublier ça. L'Italie a connu l'Italie libérale, mais où il y avait un très faible nombre de personnes qui participaient. Les premières formes de suffrage universel masculin et pas complet sont en 1911. Puis, à partir de 1922, il y a le fascisme. La République, depuis 1948, a construit une démocratie qui a été forte. Elle a, par exemple, réussi à relever le défi du terrorisme dans les années 70. Il y a eu plus de 400 morts pour raisons politiques en Italie dans les années 70, avec le terrorisme noir et le terrorisme rouge. Et les institutions sont sauvegardées, ont été sauvegardées. Mais il y a quand même une forme de fragilité. Il y a une forme aussi de recherche de ce que j'appelle, moi, avec d'autres, le césarisme, c'est-à-dire l'homme fort. Et là, dans toute l'Europe, on voit ça, même dans tous les pays occidentaux. Près d'un tiers aujourd'hui des Européens souhaitent une personnalité forte. Mais en Italie, c'est encore plus fort. Il y a la recherche d'un homme fort, et aujourd'hui, Salvini l'a très bien compris. Et les Italiens, par exemple, ont une très bonne image de Donald Trump et de Vladimir Poutine. Une excellente image. Parce que c'est la recherche d'une référence, je ne dis pas d'autorité, ou plus exactement, plus d'autorité que d'autoritarisme. Ce n'est pas la recherche d'une dictature, mais dans cette situation d'incertitude, une recherche de référence d'autorité. Et aussi parce que l'Italie est un pays très divisé, qui a été longtemps divisé, et que Salvini a compris l'importance aujourd'hui, moi, de ce que j'appelle la tentation nationalitaire, qui n'est pas nationaliste, mais l'idée, on doit s'affirmer, nous, comme Italiens. Il y a la question immigrants, il y a la question des immigrés, il y a un défi pour nous, on en a marre de recevoir des leçons des Allemands et des Français. Le contexte culturel entre la France et l'Italie est aujourd'hui très fort. L'accusation récurrente d'arrogance, de suffisance de la France est aujourd'hui un lieu commun en Italie. Et donc on doit affirmer le pouvoir de l'Italie, l'affirmation de l'Italie. Et c'est, je crois, ces raisons s'inscrivent dans une histoire un peu longue qui explique aujourd'hui le succès de ce gouvernement. Je termine pour laisser le temps à la discussion. Où va l'Italie? Je suis bien incapable de le dire aujourd'hui. Non, je suis incapable de le dire dans le sens que où va l'Italie par rapport à l'Union européenne? Je ne sais pas. Je crois comprendre la stratégie que suit ce gouvernement, c'est tendre la corde jusqu'au bout pour provoquer une situation de crise. Ce qu'ils espèrent, c'est qu'il y a une majorité au Parlement européen qui soit d'une autre orientation politique pour pouvoir remettre tout sur la table. Mais il n'est pas à exclure que l'Italie s'oriente vers une sortie de l'Europe. Au début, je n'y croyais pas. Maintenant, vraiment, je m'interroge, sachant que le frein, c'est l'attachement des Italiens à l'euro. Parce que, évidemment, quand ils font leurs calculs comme n'importe qui, ce que j'ai à la caisse d'épargne, qu'est-ce que ça représenterait si on revient à la lire, etc., évidemment, chacun se dit il y a trop d'incertitudes. Mais par rapport à l'Union européenne, c'est compliqué. Et j'en termine par rapport à la démocratie, je l'ai dit, il y a un risque d'aller maintenant vers l'autre étape après la peuplocratie d'une démocratie libérale. Mais attention, il y a encore des contre-pouvoirs. Il y a un président de la République, il y a des partis d'opposition, mais très divisés, très très faibles. Il y a une société civile, normalement très forte en Italie, mais qui aujourd'hui est atone, qui est aujourd'hui chaos, il n'y a pas d'autre mot, qui n'arrive pas à s'organiser, mais il y a quand même un état de droit. On va voir ce que ça donnait. Il y a une cour constitutionnelle, par exemple, qui pourra dire que certaines lois ne sont pas constitutionnelles. Est-ce qu'ils les respecteront ou pas? Donc il y a beaucoup d'incertitudes. Et je termine par tes questions. Il y a une réorientation de la politique étrangère italienne, ça c'est clair. Ils regardent de plus en plus d'abord vers la Russie,
Ils considèrent qu'il faut lever les sanctions à l'égard de la Russie pour des raisons politiques et des raisons économiques, parce que beaucoup d'entreprises italiennes sont en Russie. Ils se rapprochent de plus en plus du groupe dit de Visegrad en Europe centrale et orientale, donc la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie. Mais en même temps, ils ont des contradictions avec ces propres groupes, parce que, par exemple, Salvini veut la répartition des migrants et Orban ne veut pas en entendre parler, mais ils se rapprochent de ces groupes-là. Et sur les questions du Maghreb et de la Méditerranée, l'Italie, qui a toujours joué un rôle très important dans la relation avec les pays arabes, actuellement, il y a plutôt un repli là aussi. Ils ont essayé de trouver un accord avec la Libye pour les migrants, mais la situation en Libye est chaotique. Ils essayent de trouver aussi des accords avec la Tunisie, mais il y a eu une violente polémique avec la Tunisie à propos justement des migrants. Donc la Tunisie regarde ce gouvernement avec beaucoup de réticence, et le rôle traditionnel que jouait l'Italie par rapport aux pays arabes, à mon sens, est en panne. Non, avec deux petites nuances. Parce que derrière, il y a ce que fait le gouvernement, mais ce qui compte dans la politique étrangère en direction des pays arabes en Italie, c'est aussi le Vatican, et même si c'est un État indépendant, et puis c'est l'ENI, la grande société d'hydrocarbures, qui joue un rôle aussi important, si ce n'est plus important que le gouvernement à Rome. Mais en tout cas, comme gouvernement, c'est vrai qu'ils sont pour le moment dans une position, j'allais dire, de retrait par rapport au traditionnel comportement et au rôle méditerranéen de l'Italie. Voilà. Merci infiniment. C'était dense, c'était riche, c'était instructif, c'était déprimant de mon point de vue. Et en même temps, je veux dire, juste un petit commentaire microscopique de mon point de vue, de tout ce que tu viens de dire. Paradoxalement, la chose qui me surprend le plus, c'est cette fierté d'être italien. Parce que ça c'est une nouveauté qui me semble un peu fragile, pour dire la vérité. Mais par un pays à identité nationale faible, où tous les Italiens se définissent comme napolitains, florentins, milanais, etc., etc. C'est l'identité locale qui détermine véritablement ce qu'on est. Et quand on vous demande, et même si vous êtes, je ne sais pas, aux États-Unis, d'où tu viens, on dit de Florence, on ne dit pas d'Italie. Et donc maintenant d'imaginer que les Italiens sont en train de s'inventer une identité nationale forte de la bouche de quelqu'un qui a divisé les Italiens entre les gens du Nord et les gens du Sud pendant 30 ans, c'est quand même incroyable. C'est quelque chose de totalement surprenant. Voilà. Maintenant, la parole est à vous, et j'espère que... qui fait circuler le micro? C'est bon, je l'entends. Je le mets plus haut. Voilà. Bonjour, vous avez fait une très brève allusion au Vatican, mais quel est le rôle, quelle est la place, si tant est qu'elle en est une, de l'Église catholique dans ce nouveau paysage en Italie? Une question de réponse. Comme tu veux. Bah, c'est intéressant. Ça marche le micro? Oui. C'est effectivement intéressant parce que on a d'un côté une attitude du Vatican, de la conférence épiscopale italienne, notamment sur la question des migrants, consistant à dire qu'il y a, disons, un discours avec deux étages. Le premier, la solidarité et la compassion chrétienne avec ceux qui souffrent. Et d'ailleurs un énorme travail sur le territoire italien de toutes les associations non gouvernementales, les organisations diverses et variées liées à l'Église pour faciliter l'intégration, l'aide aux migrants ou aux immigrés. Et un autre discours, toujours dans cette première optique, c'est-à-dire solidarité et compassion. N'oubliez pas ce que vous avez connu, vous les Italiens, quand vous avez émigré. Ça c'est la position du pape François et c'est la position d'une grande partie de l'Église. Mais les mêmes électeurs catholiques, notamment les plus pratiquants, qui votent pour la Ligue, n'entendent pas ce discours. Alors, il y a une enquête, les enquêtes montrent toutes la même chose, enfin les sondages montrent tous la même chose, mais c'est vrai pour toute l'Europe. Oui, il faut accueillir. C'est pas possible. On ne peut pas être indifférent au sort, notamment de ceux qui viennent dans des conditions épouvantables de l'autre côté de la Méditerranée, mais pas chez nous. Et quand on leur demande qu'est-ce que c'est ces gens-là, ils sont associés à la délinquance,
au trafic de drogue, au terrorisme, à la religion islamique. Et au fait qu'ils menacent notre place sur le marché du travail. Mais systématiquement. Donc, dans cette position-là, en fait, on a ce que plusieurs sociologues appellent le bricolage individuel par rapport à la religion. C'est-à-dire, l'écrasante majorité des Italiens continuent de se dire catholiques, mais ils ne respectent pas le discours officiel de l'Église. Et la Ligue a polémiqué à plusieurs reprises avec le pape François. Mais il y a un affrontement assez dur entre le pape François et Matteo Salvini sur les questions de l'immigration et des migrants. Donc l'Église a toujours du poids en Italie, ou plus exactement, le catholicisme a toujours du poids en Italie, mais l'impact qu'avait l'Église, notamment d'abord sur le vote, parce que historiquement, elle a indiqué pour qui voter, la démocratie chrétienne. Au début des années 2000 encore, lorsque Romano Prodi était président du Conseil, il avait envisagé de faire une réforme du type Pax en Italie. Et l'Église l'avait mise en garde. Lui, par ailleurs, Prodi est très catholique, avait dit, si vous faites ça au gouvernement, nous dirons que les parlementaires qui prennent cette décision et qui le votent, alors on ne parlait pas d'excommunication, mais seront condamnés par nous. Et Prodi avait reculé. Il avait reculé. Renzi l'a fait. Matteo Renzi, quand il a été président du Conseil, a fait passer une loi de reconnaissance juridique des couples du même sexe. Mais il y a encore un pouvoir d'influence, mais l'Église catholique italienne, comme toutes les églises, a un grand problème de vocation. Beaucoup d'églises ne sont plus servies par des prêtres. Le recrutement au séminaire se fait de plus en plus avec... Enfin, plus exactement, beaucoup de prêtres viennent d'Afrique ou d'Amérique latine maintenant en Italie. Donc, il y a un véritable problème d'influence de l'Église. Mais elle est toujours très présente. Elle sert là aussi, j'allais dire, de référence. Et pour répondre à Giovanna qui dit « mais c'est un peu fragile cette question de la fierté italienne », peut-être, ce que je constate, c'est que depuis 20 ans, on en parle. C'est pas par hasard que Silvio Berlusconi avait créé un parti qui s'appelait Forza Italia. C'est-à-dire qu'il avait compris, dès les années 90, il y a plusieurs indices. Il y a eu toute une production historique et scientifique sur de livres. Qu'est-ce que c'est que d'être italien? Il y a le livre de Rusconi qui s'appelait « Si nous arrêtons d'être italiens, se cessiamo di essere italiani ». Il y a eu toute une collection créée dans la maison d'édition Il Mulino qui s'appelait « L'identità nazionale », l'identité nationale. Il y a eu toute une série d'interrogations qui étaient liées au fait qu'il y avait surgissement de la Ligue Nord à l'époque qui voulait la sécession, au choc migratoire, ce que j'appelle le choc migratoire, et à cette critique qui commençait à poindre de l'Europe. Et de ce point de vue-là, il y a encore, en 2011, on a fêté le 150e anniversaire de l'unité italienne, qui, pour la surprise générale, a été assez suivi. Beaucoup de gens ont participé à toutes les manifestations qui ont été organisées. Et là, il y a un débat qui a polarisé autour de deux positions. Je suis un peu dans la caricature. Celle d'une Italie consistant à dire qu'est-ce que c'est qu'être italien? C'est être italien ethniquement et, en termes de valeurs et de culture, d'être catholique. Et si vous n'êtes pas né d'une famille italienne, si vous n'êtes pas catholique, vous n'êtes pas italien. Et une partie minoritaire de l'Église s'est ralliée à cette position. Et Salvini, c'est la sienne. Quand il dit qu'est-ce que c'est qu'être italien, c'est une définition ethno-culturelle, c'est-à-dire ethnique et catholique. Maintenant, Salvini, dans les meetings, brandit le rosaire et l'évangile. Sa vie personnelle dément tout cela, mais peu importe. Il a divorcé, etc. Enfin, ça me regarde. Enfin, c'est rendu public. Bon, je ne dévoile pas un scoop. Mais il insiste beaucoup là-dessus. Et la deuxième position, la position opposée, était celle du président de la République à l'époque, Giorgio Napolitano, qui faisait référence, comme c'est un intellectuel, à Habermas, et disait qu'est-ce que c'est qu'être italien? C'est être fier de notre constitution. C'était le patriotisme constitutionnel. Nous sommes un pays fier d'être italien parce que nous sommes démocrates. Et il y a eu véritablement un vif débat entre ces deux positions. Et c'est dire que cette question, aujourd'hui, est plus forte qu'avant. Voilà. Et quand on regarde les enquêtes d'opinion, là aussi, on a des sondages Eurobaromètre, on a plusieurs enquêtes comparées. On voit que quand on demande aux Européens, d'après vous, quel est le niveau le plus efficace pour l'action publique, le niveau européen est en chute libre et c'est le retour de la nation. Et parmi tous les pays européens, c'est les Italiens qui disent il vaut mieux qu'on ait plus de pouvoir de décision au niveau national. Donc c'est pour ça que moi j'appelle ça
la tentation nationalitaire, hein, qui ne veut pas dire nationaliste. C'est pas nous, Italiens, nous sommes supérieurs aux autres, mais c'est cette idée, on veut essayer de reconstruire une identité. Hein, ce qu'on dit en France, un vivre ensemble. Comment s'organise la campagne ? Comment s'organise la campagne des européennes en Italie? Eux, ils vont rester ensemble pour faire la même campagne et pour quel but? Sortir de l'Europe? Et les autres, ça va pas être l'occasion pour eux de rebondir? Comment ça s'organise? Alors, c'est encore dans les limbes. Hein. Matteo Salvini, la Ligue et le Mouvement 5 étoiles feront campagne séparément. Parce qu'il faut bien comprendre quel est leur objectif. Leur objectif à terme, c'est de gouverner pour le moment, d'aller à la crise avec l'Union européenne après les élections européennes, en espérant qu'il y ait un changement de Parlement, et après se séparer, essayer de convaincre le président de la République de dissoudre les chambres, la Chambre des députés et le Sénat, et d'aller aux élections, de telle façon qu'il y ait en Italie le choix entre la Ligue d'un côté et le Mouvement 5 étoiles de l'autre, et que les autres partis soient marginalisés. C'est ça la raison de leur alliance aussi. On se met ensemble, on sait qu'on n'est pas d'accord sur tout, on fait des choses ensemble, on a des points d'accord, puis à un moment donné, on exprime nos divergences, et les Italiens vont choisir entre le Mouvement 5 étoiles et la Ligue. Fini les autres partis. Le parti, la Ligue, normalement devrait se présenter de son côté, le Mouvement 5 étoiles de son côté, sans doute avec un peu plus d'insistance sur les questions sociales pour le Mouvement 5 étoiles. Et puis les autres partis politiques hésitent. Le Parti démocrate de centre-gauche, d'abord, doit régler son problème interne, de savoir quel est son nouveau programme, quel est son nouveau leader. Il y avait la tentation à un moment donné, au Parti démocrate et dans une partie de Forza Italia, de faire un regroupement des pro-européens. Et c'est très compliqué parce que s'allier avec Berlusconi, sachant que Berlusconi est tenté d'être candidat pour son parti aux élections européennes. Alors, d'avoir les gens du Parti démocrate avec Silvio Berlusconi pour défendre l'idée européenne, c'est assez compliqué. Mais voilà, toute l'action du gouvernement aujourd'hui a un seul objectif, c'est fin mai 2019, des élections européennes pour essayer d'avoir un gros succès, Ligue et Mouvement 5 étoiles, pour des raisons de politique intérieure. Dans les années à venir, les Italiens vont choisir entre nous deux. Et pour des questions d'alliance au niveau du Parlement européen, alors ils ont des points de désaccord importants au niveau du Parlement européen, mais d'essayer d'avoir une majorité qui se dégagerait au Parlement pour réorienter la politique européenne. D'après moi, c'est impossible, puisqu'ils ont des désaccords entre la Ligue et le Mouvement 5 étoiles, avec Viktor Orban, avec les Polonais, avec même le Rassemblement national en France. Hein, ils ont beaucoup de points de désaccord, mais c'est ça leur objectif. Oui. Vous avez, dans la situation que vous avez décrite, est-ce qu'il y a, vous avez dit que les partis traditionnels étaient dans les choux, mais est-ce qu'il y a quand même une forme de résistance qui existe? Comment elle s'organise? Et en particulier, quelle est la position des jeunes? Ils suivent tout ça très facilement ou ils sont ailleurs? Et peut-être dernière chose, est-ce que la Grèce sert de repère ou de repoussoir ou d'inquiétude? Alors on parle peu de la Grèce actuellement, du scénario Tsipras. En tout cas dans le discours public, dans les analyses, oui, en se disant peut-être que Matteo Salvini veut faire la même chose. Aller vers gagner les élections européennes, puis avoir des élections politiques, être le premier parti, être président du Conseil, et puis négocier avec Bruxelles, comme l'a fait Tsipras en Grèce. Mais je veux dire, c'est des analyses, c'est pas tellement dans le cœur du débat public. Hein. Les partis d'opposition sont dans un état terrible. Le Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi, est crédité de 7 à 8% d'intention de vote. Silvio Berlusconi est vieillissant, comme vous le savez, ne veut pas changer complètement son parti, et son parti est divisé entre ceux qui veulent rester dans Forza Italia mais cherchent un autre leader sans l'oser le dire trop à Silvio Berlusconi, et une partie de Forza Italia qui est en train de rejoindre la Ligue, qui se dit allons du côté du vainqueur, et notamment du point de vue des cadres de Forza Italia, de se dire c'est de ce côté-là qu'on pourra reconvertir nos ressources et trouver des différentes fonctions. Donc Forza Italia est dans un très mauvais état. Le Parti démocrate est crédité de 10, donc le parti de centre-gauche est crédité de 17 à 19%, est un parti actuellement totalement divisé sur le bilan de ce qu'il a fait pendant la législature précédente, sur le bilan de Matteo Renzi,
sur la stratégie à adopter. Est-ce qu'il faut aller seul aux prochaines élections? Est-ce qu'il faut aller plutôt du côté du mouvement 5 étoiles? Parce que le mouvement 5 étoiles a pris une partie des voix de gauche. Et par conséquent, est-ce qu'il faut éventuellement trouver un accord, peut-être à terme, avec le mouvement 5 étoiles, voire une coalition un jour? Ou au contraire, dire le mouvement 5 étoiles, c'est une formation populiste, donc on ne peut rien faire avec eux. Voilà, ils ont un dilemme stratégique, un dilemme identitaire et un dilemme stratégique et de leadership considérable. Et ils ont un congrès qui s'annonce très tendu, et il n'est pas à exclure que le Parti démocrate explose et scissionne. Donc ces partis sont dans une situation de très grande fragilité. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a peu de résistance, pour reprendre votre mot, dans la société civile. Moi, c'est ce qui me frappe le plus. À l'époque de Berlusconi, lorsque Berlusconi a gagné en 1994, puis quand il a été réélu en 2001, immédiatement, il y a eu une énorme mobilisation de ce qu'on appelle la société civile, des associations, des universitaires, des jeunes, qui ont fait reculer parfois Silvio Berlusconi, tellement les manifestations ont été importantes. Aujourd'hui, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, cette société civile est atone. Elle est, on ne l'entend pas. Elle a essayé de protester sur les questions des migrants. Elle a fait une manifestation, elle a fait quelques manifestations. Le Parti démocrate récemment a organisé une manifestation importante contre le racisme. Mais on en est vraiment au tout début. Et comme il n'y a pas de débouché politique pour le moment, c'est très difficile. Alors sur le vote des jeunes, c'est compliqué parce que le vote des jeunes est un vote qui est allé surtout sur le mouvement 5 étoiles et la Ligue. Et c'est un vote de rupture. Et dans le Sud, les jeunes ont massivement voté pour le mouvement 5 étoiles. Et notamment, dans le Nord, c'est plutôt le vote aussi pour la Ligue. Donc on a, de ce point de vue-là, une évolution très, très significative. Entre parenthèses, hein, si on fait la comparaison avec la France, en 2017, le premier parti chez les jeunes 18-24 ans, c'est Marine Le Pen. Il ne faut jamais oublier ça. C'est le premier parti chez les jeunes. Après, quand on rentre dans le détail de 2017, là, dans une enquête qu'on est en train de faire, on reprend les données à Sciences Po, on voit qu'il y a des différences au sein de ce qu'on appelle la catégorie jeune. C'est-à-dire quand les jeunes non diplômés, les jeunes qui ont été exclus du système scolaire, ça vote massivement pour Marine Le Pen. Les jeunes qui ont un diplôme des universités sans sélection, je suis dans la caricature, c'est Mélenchon. Et les jeunes qui sont à Sciences Po, dans les écoles de commerce, à HEC, etc., c'est Macron. Voilà, je ferme la parenthèse. Je crois qu'on retrouve à peu près la même chose en Italie. On commence à avoir des données là-dessus. Si je fais le même raisonnement, c'est les jeunes avec le plus faible niveau d'instruction votent plutôt Ligue. Les jeunes qui ont des diplômes, notamment dans le Sud, et qui ne trouvent pas de travail à la hauteur de leurs aspirations, c'est plutôt mouvement 5 étoiles. Et les jeunes qui sont à la Louis à Rome ou à la Bocconi à Milan votent pour le Parti démocrate. Et ça me permet de dire une chose sur la géographie électorale. On retrouve ce qui est la caractéristique maintenant dans toute l'Europe des votes populistes, l'opposition, on peut simplifier, périphérie-centre. Quand vous regardez les votes du 4 mars dans les grandes villes, à Turin, Milan, Rome par exemple, vous voyez que les quartiers les plus populaires ont voté à Rome pour le mouvement 5 étoiles, à Milan et à Turin pour la Ligue, et que les centres-villes, ou à Rome pour ceux qui connaissent le quartier Parioli, c'est-à-dire l'équivalent de Neuilly, ont voté massivement pour le Parti démocrate. Donc il y a cette opposition sociale considérable. C'était plus un éclaircissement un petit peu par rapport à cette façon dont on emploie tout le temps maintenant le terme de populisme. Alors, je suis d'accord, j'ai suivi votre... Et évidemment, on ne peut pas... C'est vrai. Pardon. Mais pourquoi est-ce qu'on n'ose jamais dire que ces populismes, qui sont quand même majoritairement de droite, néanmoins, à ce moment quand même, et qu'on n'ose jamais parler de fascisme ou autre. Je sais bien que c'est pas exactement la même chose. Ouais, hein. Justement, on est d'accord. Vous avez la réponse dans votre propre question. Oui, mais ça, ils tournent tous quand même les trois. Enfin, il n'y a pas beaucoup de différence là pour l'instant quand même. Alors, et par contre, il y a une grande différence. Enfin, il me semble, hein, mais peut-être là je me trompe, entre ces populismes de droite et les quelques populismes de gauche qui existent. Quoi. Oui. Quand même, c'est pas tout à fait pareil. Alors,
Il y a des populismes de droite et des populismes de gauche, hein, qui se situent de droite et de gauche. Dans le cas italien, encore une fois, il n'y a pas de populisme de gauche. Non, le mouvement 5 étoiles ne peut pas être classé comme un mouvement, mais il ne peut pas être classé non plus à l'extrême droite ni fasciste. C'est absolument impossible. Et y compris parce qu'il a une... Non, parce qu'il a une composante, y compris de gauche, au sein du mouvement 5 étoiles. Il y a une vraie composante de gauche, de gens qui sont issus de la gauche, d'électeurs issus de la gauche, et qui sont pour plus de démocratie, plus de participation, etc., qui n'ont rien à voir avec le fascisme, et qui sont inquiets actuellement. Il y a une tension très forte au sein du mouvement 5 étoiles, parce que Luigi Di Maio et, si j'ose dire, marque à la culotte, pour employer une métaphore du football, Matteo Salvini sur les questions de migrants, et par exemple le maire de Livourne, qui est le mouvement 5 étoiles, d'autres responsables du mouvement 5 étoiles, ont dit on n'est pas d'accord avec cette position. On est obligé, c'est pas qu'on est obligé, c'est on a un devoir moral d'aider ces populations. Et donc le mouvement 5 étoiles est divisé, ce qui n'est pas le cas de la Ligue, beaucoup moins plus exactement. Et donc il y a des sensibilités différentes. Alors, dans les populismes de droite, vous avez raison, il y a des populismes d'extrême droite, clair et net. Moi, j'ai fait un chapitre dans le livre qui est paru à la découverte, qui s'appelle « L'état du monde, la 2018 ». On m'avait demandé de traiter les populismes de droite et de gauche en Europe. Il y a des populismes d'extrême droite, incontestablement. Et je l'ai dit tout de suite, la Ligue de Matteo Salvini est une formation politique qui a une composante populiste et qui, sur le plan de l'orientation politique, est d'extrême droite. Elle est raciste, elle est xénophobe, etc., etc. Alors, est-ce que c'est le retour du fascisme? Alors, attendez, c'est votre opinion. Moi, c'est très compliqué comme question. C'est une question très sensible. C'est pour ça d'après moi, il faut essayer d'être dans la nuance. Y compris parce que, bon, il y a incontestablement, du côté de Matteo Salvini, une série de messages plus ou moins subliminaux en direction de ce qui reste de fascisme chez les Italiens. Un certain type de déclaration, un certain type de gestuelle, un certain type de mise en scène de sa propre personne qui, pour quiconque connaît le fascisme, fait immédiatement penser au fascisme. Le fait qu'il ait été tout cet été en torse nu, etc., fait immédiatement penser aux photos de la propagande fasciste sur Mussolini en train de faire la moisson du blé, torse nu pour montrer sa virilité, etc. Donc, il y a toute une série, puis il y a un certain nombre de déclarations reprenant des formules de Mussolini explicitement, etc. Et en même temps, il n'est pas que ça. Et si le fascisme, c'est la structuration d'un certain type de parti, c'est la volonté d'établir une dictature complète et totale, je pense que ce n'est pas exactement l'objectif de Matteo Salvini. Peut-être que je me trompe, j'espère ne pas me tromper, mais enfin j'espère me tromper. Non, ne pas me tromper. J'espère ne pas me tromper. Et je pense que, pourtant je suis historien, que chausser les lunettes du passé pour comprendre le présent serait une très grosse erreur. Parce que quelle est la force de ces populismes aujourd'hui? C'est qu'à la différence justement du fascisme des années 20 et généralement de l'extrême droite de l'entre-deux-guerres, qui déclaraient sa haine et son hostilité à la démocratie, leur grand argument, leur grande force, c'est de dire nous sommes des vrais démocrates. Attendez, nous sommes des vrais démocrates. Et vous avez peur du peuple. Et c'est pour ça que nous voulons la démocratie complète. Et de ce point de vue-là, c'est un discours à prendre à la lettre. C'est-à-dire qu'ils sont effectivement pour le suffrage universel. Ils peuvent avoir des tentations autoritaires. Je l'ai bien dit. Dans la peuplocratie, l'étape suivante pourrait être la démocratie illibérale. Mais la démocratie illibérale d'Orban, c'est quand même pas le fascisme. Faut quand même pas exagérer. C'est pas le fascisme, c'est pas la dictature. Peut-être pas encore. Mais en tout cas, pour le moment, ça ne l'est pas. Et je pense que les traités de fascistes, de ce point de vue-là, ne servent pas... Les caractériser même comme fascistes ne servent pas à comprendre à la fois leur dynamique et leur force. Mais qu'il y ait des motifs d'inquiétude, je ne les ai pas cachés. Il y a des vrais motifs d'inquiétude. Mais et pour une dernière raison aussi, c'est qu'une partie de leur électorat ne veut pas ça. Une partie de leur électorat, par exemple de la Ligue, parce que beaucoup plus que le mouvement 5 étoiles. Donc la Ligue, c'est 17% des dernières élections, et aujourd'hui, ils sont crédités de 30 à 32% des intentions de vote s'il y avait des élections. Donc c'est une énorme progression. Mais ils ne veulent pas la dictature.
y compris parce que très souvent, c'est des chefs de petites entreprises qui sont plutôt libéraux sur le plan économique, qui veulent plus de facilité, qui ne veulent pas trop de lois, qui ne sont pas trop pour une autorité qui descendrait comme ça d'un État fort comme Mussolini a voulu faire. Donc c'est pour ça que je crois qu'il faut être dans la nuance, mais la question que vous posez, c'est une question légitime. Mais la réponse, d'après moi, aujourd'hui en tout cas, ce n'est pas de dire qu'on est en train d'assister à un retour du fascisme. Je dis bien pour le moment. Mais que ça soit d'extrême droite, c'est sûr. Hein. Et juste une dernière chose, si vous permettez. Il y a une opposition avec le populisme de gauche, mais qu'on ne trouve pas mais je vais vous dire laquelle. Il y a beaucoup de choses en commun. La détestation de l'establishment de la classe dirigeante, la détestation de l'Union européenne, c'est des éléments très forts entre ces deux populistes. Il y a une grande différence, c'est la conception du peuple. On y insiste beaucoup dans ce livre. D'un côté, il y a l'idée... C'est des distinctions, je vais employer un mot savant, idéal typique, ça ne veut pas dire que ça recouvre toute la réalité. Pour les populismes de droite, quand ils parlent du peuple, c'est les gens. C'est, en italien, on dit la gente. En anglais, common people. C'est-à-dire, la vérité vient du type qui est au café et qui vous dit « j'en ai marre de tous ces Arabes, j'en ai marre ». Ça, c'est la conception du peuple de ce type de populisme. Le populisme de gauche est dans une vision très jacobine. C'est le citoyen actif. Ce qui n'empêche pas que parfois qu'il y a des recouvrements. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait parfois des recouvrements. Mais ils ont deux conceptions différentes du peuple. Ça, c'est vrai. Ce qui n'empêche pas peut-être des alliances. J'ai cru voir Mme Le Pen acclamer hier M. Mélenchon à l'Assemblée nationale. Bon. Restons sur l'Italie. Bonjour. Ma question porte sur la politique européenne de l'Italie et en liaison en particulier avec le Brexit. Si on regarde ce qui se passe, vous avez parlé de l'opposition vis-à-vis des sanctions contre la Russie. Mais les sanctions contre la Russie sont toujours présentes, aux dernières nouvelles. Pour ce qui concerne le Brexit, je crois comprendre que l'Italie fait front commun avec le reste des 27 vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Donc, question de fond derrière ça, est-ce que finalement la politique étrangère de l'Italie est maintenue sous contrôle par l'équilibre constitutionnel dont vous avez parlé? Est-ce qu'elle peut effectivement se retrouver sous l'influence complète, en particulier de Salvini et de Di Maio? Très difficile de répondre en ce moment. Vraiment très difficile. Parce qu'il y a une continuité encore de la politique étrangère italienne ou de la politique européenne, vous l'avez dit, sur la question du Brexit en particulier. Il y a une continuité qui est liée à un ministre des Affaires étrangères qui est un indépendant, au souhait du président de la République, qui a bien dit qu'il y avait une ligne rouge à ne pas franchir et qui serait très vigilant là-dessus, qui est justement le fait que l'Italie fait partie de l'Union européenne, et puis tout le travail de la diplomatie italienne. Et cette diplomatie italienne est toujours fondamentalement pro-européenne. Et en même temps, il y a une pression considérable, justement, de Matteo Salvini et de Luigi Di Maio pour changer les orientations de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce qui va l'emporter ? Je ne peux pas vous répondre pour le moment. Je ne peux pas vous répondre. Je crois qu'il y a vraiment... on est dans une période de transition et il y a des tensions extraordinairement fortes. Le seul problème, c'est que dans les sommets européens, M. Conte va tout seul. Giuseppe Conte est seul. Hein. Quand vous êtes chef d'État et de gouvernement, dans ces réunions de sommet, vous êtes seul. Il n'y a personne autour de vous. Et lui, il est sur une position intermédiaire, manifestement. Hein. D'un côté, il soutient l'action du gouvernement et de l'autre côté, il ne cesse de dire il faut qu'on reste dans l'Europe, etc. Et c'est aussi des tensions au sein du gouvernement. Il y a plusieurs voix qui s'expriment là-dessus, avec des avis divergents. Donc c'est un processus en cours. Vraiment, à la date d'aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre. C'est une grande question que tout le monde se pose. Est-ce que l'Italie va finalement... Il y aura beaucoup de rhétorique, beaucoup d'agitation, et puis finalement restera dans ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire un des pays les plus pro-européens, un des pays les pro-actifs en faveur de l'intégration européenne, en dehors des déclarations, de la rhétorique politique, etc. Ou est-ce qu'elle va véritablement changer son orientation ? Et manifestement, c'est le projet de Salvini et de Di Maio, y compris par son rapprochement avec le groupe de Visegrad. Et je crois qu'on y verra beaucoup plus clair, c'est une manière
de renvoyer la question après les élections européennes. C'est pour ça que ces élections européennes sont sans doute les élections les plus cruciales pour le devenir de l'Europe, 40 ans après les premières élections du Parlement européen. C'est work in progress, comme on dit. Et vraiment, je crois que personne n'est capable de répondre aujourd'hui à votre question. Et pour ce qui concerne le Brexit ? Le Brexit, je pense que ce qu'ils veulent, c'est qu'ils sont toujours sur les positions européennes. Ils n'ont pas rompu pour le moment l'unité qu'il y a derrière Michel Barnier, qui est le commissaire européen chargé de la négociation. Après, je crois que Matteo Salvini et Luigi Di Maio voudraient voir ce qui se passe si jamais le Brexit se réalise et quelle sera la situation de la Grande-Bretagne. Car si elle n'est pas aussi catastrophique qu'on le prédit, c'est pour eux un argument de dire si la Grande-Bretagne l'a fait, pourquoi on ne pourrait pas sortir? Même si la grande différence, c'est que l'Italie est quand même dans la zone euro, encore une fois. Je répète, l'attachement à la zone euro en Europe est beaucoup plus important que l'attachement à l'Union européenne, et c'est encore plus vrai dans le cas italien. Une des vitrines de 5 étoiles, c'est la mer de Rome. Moi, j'ai une amie très branchée avec les Italiens qui revient de Rome et qui me disait que les Romains disent que c'est un désastre, que c'est épouvantable, que c'est un échec. C'est quoi le bilan de cette femme? C'est l'avis dominant qu'on entend à Rome. Tout le monde peut constater une dégradation de la ville de Rome. On verra aux prochaines élections, si j'ose dire. Mais quand vous interrogez les gens du mouvement 5 étoiles, ils disent c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'abord, Rome, ça a toujours été dans une situation très difficile. Et deux, ça, c'est la caste qui nous raconte ça. C'est les journaux, c'est le journal de Rome, Il Messaggero, qui appartient à un des grands patrons, M. Caltagirone, donc il est contre nous. C'est les médias qui sont contre nous. Vous savez, Marcel Proust, dans La recherche du temps perdu, écrit « Les faits ne pénètrent pas dans le monde de nos croyances ». Donc, dans le monde des croyances du mouvement 5 étoiles, tout ça est invention. Hein, oui, il y a eu... En même temps, elle a été très bien élue lors des élections municipales. Très massivement élue, et y compris par les zones les plus populaires, comme à Turin. Où à Turin, la maire de Rome a été élue par les zones périphériques, pas par le centre-ville, qui ont voté pour le maire sortant, M. Fassino. Et donc... Qu'est-ce qu'elle est la réalité de Rome, non pas dans le centre touristique où tout le monde voit les fameux trous dans les rues, les boucs, la dégradation de la ville, le fait que les ordures sont plus ramassées, etc. Enfin, tout le monde le constate, mais est-ce qu'elle a fait une politique dans le reste de la ville? Vous savez, la commune de Rome est très très étendue. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Il faudra attendre les prochaines élections, mais ce que vous dites est l'avis, effectivement, qu'on entend partout à Rome actuellement. Mais tous les maires de Rome ont eu beaucoup de mal à se faire réélire. Ça a toujours été très difficile. Dernière question. Bonjour monsieur. Est-ce qu'on attend actuellement une entreprise de démolition de ces populations étrangères déjà installées en Italie? J'ai pensé à ce village où des gens installés depuis quand même un certain temps, les enfants scolarisés, et qui sont invités à quitter le village. Est-ce qu'il n'y a pas une entreprise de démolition de ces familles, parce que ces familles sont appelées à aller vers des centres de regroupement, entre guillemets, ouais. Et après, vers où on... Alors, là aussi, c'est une question très enfin pas compliquée, mais une question très chaude en Italie. Ce qu'a décidé le ministre de l'Intérieur, là encore Matteo Salvini, dans ce village de Calabre, si je me souviens, Riace, qui en fait accueille des migrants et des immigrés, les deux populations. Encore une fois, il faut distinguer bien les mots, et qui a essayé de repeupler son village avec ces populations, qui est un maire d'orientation de gauche, communiste, si je me souviens bien, qui d'ailleurs est poursuivi par la justice, est un acte effectivement symbolique d'une importance considérable, absolument considérable. Alors, c'est clair que Matteo Salvini, encore une fois, c'est sa ressource, il a besoin de faire ça.
C'est un cynique en politique, hein, mais tous les politiques sont cyniques. Donc il a besoin de faire ce genre de déclaration. Il a reculé un peu parce qu'il avait employé l'expression déporté, puis après il a dit que ce serait sur la base du volontariat. Au début, ils allaient transférer ça. Maintenant, c'est sur la base du volontariat. Mais effectivement, c'est la grande question. Un, que faire des migrants? Donc cette population qui parfois se retrouve dans des centres de regroupement. Ça, c'est la première question. Deux, c'est la chasse aux migrants clandestins, mais j'ai dit que sur le plan administratif, pour le moment, il y avait très peu d'effets. Et trois, mais c'est surtout dans l'ordre, disons que c'est l'autre grande question, que faire des 5 millions d'immigrés réguliers qui sont en Italie maintenant? Et ça, c'est le grand enjeu pour l'Italie. Parce que qu'est-ce que les Italiens vont faire de cette population qui est maintenant stable, qui est sur le territoire italien et qui va y rester, qui va fonder des familles, qui travaille. D'ailleurs, dans le Nord, ils sont tous dans les usines du nord de l'Italie, dans toutes les petites entreprises. Je rappelle qu'il y a 4,5 millions de chefs de petites entreprises en Italie, que l'Italie est la deuxième puissance industrielle de l'Europe, loin devant la France, que son commerce extérieur est florissant, ce qui n'est pas le cas de la France. Donc c'est la troisième puissance économique, mais la deuxième puissance industrielle. C'est très important, les entreprises en Italie. Les entreprises industrielles, au sens classique du mot, hein, la métallurgie, les tables, l'habillement, tout ce que vous voulez, c'est la force de l'Italie. Là, c'est la main-d'œuvre immigrée qui est implantée. Et les chefs d'entreprise en ont besoin, parce que la majorité italienne ne veut plus exercer ces fonctions. Alors, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et il y a même eu un maire de la Ligue qui a dit que dans l'école, les enfants d'immigrés devaient manger de leur côté contre les enfants d'Italiens. Salvini a voulu prendre une disposition qui n'a pas d'application, c'est juste des déclarations, qu'il allait fermer les magasins qu'il appelle ethniques, c'est-à-dire détenus par des étrangers, à partir de 11h du soir, parce que c'était un lieu où il y avait trop de gens qui se saoulaient ou qui faisaient du trafic de drogue. Donc c'est inconstitutionnel. Il ne peut pas faire quelque chose, il ne peut pas prendre ce type de mesures discriminatoires. Mais c'est très symbolique. La grande question, c'est que va faire l'Italie avec cette population, alors que, comme je l'ai dit, c'est un pays vieillissant, c'est un pays qui a plus de morts que de naissances. Cette population, en revanche, est plus jeune, elle est plus dynamique. Et là, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a de plus en plus de mariages qu'on appelle mixtes. Il y en a 15% aujourd'hui, c'est-à-dire de mariages entre un Italien et une étrangère ou un étranger et une Italienne. Et du coup, les enfants qui naissent de cette union sont italiens parce qu'il y a un parent italien. La loi italienne est très compliquée pour acquérir la nationalité italienne. Il faut au moins 10 ans, si je me souviens bien, de séjour sur place. Et à un moment donné, le président de la République précédent, Napolitano, avait proposé de faire une réforme qui était donner le droit du sol à ces Italiens, en disant c'est une ressource, puisqu'on a cette situation démographique, faisons le droit du sol. Le Parti démocrate, Matteo Renzi, était d'accord avec ça. Il a dû reculer à l'époque déjà, c'est-à-dire il y a 2 ans, parce qu'il n'avait pas de majorité parlementaire là-dessus. Matteo Salvini est complètement hostile à ce point de vue-là, puisque sa conception de la nation, c'est une conception ethno-culturelle. Donc on est italien parce qu'on est né de parents italiens. Donc ils vont avoir un énorme problème, c'est que faire de ces millions d'Italiens qui sont maintenant sur le sol, dont les enfants vont à l'école, qui commencent à occuper des fonctions. Il n'y a pas simplement le joueur de football Balotelli qui est noir, hein. Il commence à avoir justement des populations diverses. Même dans les sportifs. D'ailleurs, il y en a une qui s'est fait attaquer parce qu'on a menacé de ne pas la représenter dans des concours parce qu'on considérait qu'elle n'était pas italienne alors qu'elle se sent italienne et qu'elle porte le maillot de l'Italie en athlétisme. Donc ça va être le grand problème qu'ils vont devoir régler. Alors si Matteo Salvini l'emporte et qu'on considère que cette population est là, mais sans aucun droit civique, qu'elle n'est pas italienne, ça explosera à un moment donné. C'est évident que ça explosera à un moment donné. Est-ce que progressivement les choses changeront et qu'on comprendra que cette population est aussi une ressource pour l'ensemble de l'Italie vu sa situation démographique? C'est une autre alternative possible. Mais c'est une situation effectivement très tendue. Je terminerai juste sur un point, puisque tu voulais à tout prix des notes d'espoir, mais c'est vraiment important, autant ce gouvernement a libéré une parole et des actes xénophobes et racistes qui se sont multipliés au cours de cet été. Alors, il faudrait avoir des statistiques précises, etc. Mais il y a eu, encore récemment, enfin tous les jours, il y a un fait divers avec des gens qui prononcent des propos, y compris parfois dans l'enceinte parlementaire, comme on faisait dans la France de l'entre-deux-guerres. Au moment où Léon Blum est nommé président du Conseil, il y a ce fameux discours de Xavier Vallat qui l'interprète, Xavier Vallat qui sera commissaire aux affaires juives sous Vichy en disant « Vous ne pouvez pas être président du Conseil, monsieur
Monsieur Blum, étant donné vos origines, et le président de la Chambre, Édouard Herriot, essaye de l'interrompre en disant « vous n'avez pas à prononcer ces paroles ». On a eu ce type de propos au Parlement italien lorsqu'Enrico Letta, dans son gouvernement, avait nommé Cecilia Kyenge, qui est une Italienne d'origine africaine, qui s'est fait insulter avec des propos qu'on, même aujourd'hui, l'extrême droite en France n'oserait pas dire dans une enceinte parlementaire, et même si ça disait, Marine Le Pen les condamnerait. Donc on a ça d'un côté, et une libération du coup de la parole, de l'attitude, d'actes, il y en a eu plusieurs cet été, xénophobes et ouvertement racistes. Et en même temps, comme dirait l'autre, en même temps, il y a tout ce travail, mais qu'on voit moins sur le terrain de juste beaucoup d'associations et d'organisations catholiques pour la solidarité, pour beaucoup catholiques hein, quand même, mais aussi laïques, mais la puissance de Caritas et du monde associatif, mais Caritas joue un rôle particulièrement important, est réelle hein, sur le terrain. Donc il y a ce dont on parle beaucoup et ce dont on voit moins qui se fait sur le territoire italien dans la réalité quotidienne. Voilà, le micro est tombé, ce qui veut dire que c'est la fin.